et Alexandre Delval, géopolitologue et auteur de La mondialisation dangereuse. C'est aux éditions L'Artilleur. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Alexandre Delval, à quoi joue Vladimir Poutine? À nous faire peur? Alors, en tout cas, c'est bien relayé par les médias. C'est pour ça que je pense que, dans cette logique, il faudrait peut-être être raisonnable et ne pas forcément relayer la peur, parce que c'est le but de l'ennemi. En précisant, par exemple, quelque chose, cette centrale nucléaire, et ça ne défend pas du tout l'agression russe. Mais le but, c'était de la prendre. Pas de la bombarder, de la prendre, parce que le but, c'est une victoire par chaos énergétique. Le but, c'est de priver les Ukrainiens d'électricité. Donc, il y a 2 autres centrales qui vont être prises le plus vite possible, selon le général Gerasimov. Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Non, ils veulent prendre tous les lieux énergétiques, non pas pour faire une guerre nucléaire. Là, c'est un peu exagéré. Il ne faut pas rentrer dans le délire. Et si j'étais le chef d'État ukrainien, bien sûr, je dirais ça aussi. Mais les stratèges savent que c'est faux. C'est pour faire réagir la communauté internationale. À côté de la centrale, parce qu'ils voulaient encercler, ils prennent des lieux souvent par encerclement, et le but c'est de contrôler la centrale pour un jour couper l'électricité ou faire peur. Donc le but c'est une victoire par chaos énergétique. C'est la stratégie vraiment pensée par le général Gerasimov. On sait combien de personnes potentiellement peuvent être visées par ces coupures d'électricité? On sait combien elle fournit en électricité? Alors, je n'ai pas les notions, je ne suis pas expert là-dessus, mais ce qui est certain c'est qu'il y a encore 3 autres centrales, plus au nord, plus au centre et plus à l'ouest, moindres, mais qui vont être également visées, pas bombardées encore une fois, mais prises. Et aussi d'autres centrales qui ne sont pas nucléaires. Et aussi le Kharkiv. Pourquoi c'est très important le Kharkiv dans le nord? Parce que là, c'est une usine stratégique, historique, depuis la guerre froide, de matériel militaire. L'Ukraine était une base de production de matériel militaire. Donc l'idée, c'est de prendre l'énergie là où on fabrique des armes, et aussi l'accès à la mer Chaude, le couloir entre Donbass et Azov, et ensuite, bien sûr, par Mariupol jusqu'à la Crimée. C'est ça l'objectif. Et donc, je pense qu'il faut, des 2 côtés, il faut faire attention, côté ukrainien comme côté occidental, ami de l'Ukraine, à ne pas forcément relayer la propagande qui vise à faire peur. Parce que Poutine, lorsqu'il a fait allusion à certains mots, le but, c'est de nous faire peur. Moi, je reçois des coups de téléphone tous les 5 minutes. Est-ce qu'il faut quitter Paris? On va être bombardé. Il faut quand même... Je pense que le délire, c'est pas la stratégie. On a quand même de quoi s'inquiéter. Le délire et l'émotion empêchent l'analyse stratégique, ça que je veux dire aujourd'hui. Bien sûr. Et je pense que nos auditeurs doivent être non pas rassurés, mais il ne faut pas non plus qu'ils pensent à quitter Paris. On n'en est pas là. Restons calmes. Gérard Vespierre, vous êtes d'accord avec cette analyse? Et est-ce qu'il s'agit aussi, par exemple, pour l'incendie qui s'est déclaré dans la centrale, d'une bavure? Pour Kherson, ce qui est intéressant, c'est que comme Mariupol, c'est des villes russophones, russifiés ou russes ou russophones, c'est très compliqué en Ukraine, et qui ne sont pas du tout pro-russes. À la différence de la Crimée, qui est, si on faisait un référendum sous égide internationale, ils voudraient être russes. Dans le Donbass, une partie du Donbass, probablement. Donc c'est étonnant. En Ukraine, il y a des endroits russophones très pro-russes, qui ont le drapeau russe, et qui seraient tout à fait d'accord pour un rattachement, et d'autres qui sont russes, tout autant russophones, et pas du tout pro-russes. Ça veut dire quoi? Quand Poutine a parlé du Donbass dans une déclaration hier, il faut décrypter. Ça veut dire que le vrai objectif de guerre, c'est pas forcément dominer toute l'Ukraine, et c'est pas pour justifier ce qu'il fait ou minimiser. Il prend beaucoup pour, dans les négociations ensuite, très probablement, garder un Donbass élargi, ce qui est horrible, c'est inacceptable, c'est pas mieux. Et un Sud qui le donne un accès à la mer d'Azov et à la mer, et plus encore à la mer Noire, et qui relie un couloir entre le Donbass et la Crimée. Et ça, c'est important parce que ça veut dire quoi? Si on n'accepte pas des négociations, et Macron a tout à fait raison de garder le téléphone, il faut continuer à dialoguer, mais si on ne lâche sur rien, il faut savoir qu'en face, on ne lâchera sur rien non plus. Ça veut dire que l'idée, ça va être quoi? Qu'est-ce que nous, on est prêt à pouvoir lâcher dans nos principes? Parce que les principes, c'est merveilleux. Mais dans la théorie des jeux en relations internationales, si on ne lâche rien, ça veut dire qu'on accepte de tout perdre. C'est la guerre totale. Et Sarkozy a eu tout à fait raison de dire, c'est soit le dialogue. Et dans le dialogue, on ne fait pas que de dire, faites ce que je dis. Dans un dialogue, on trouve des pistes de sortie. Je pense que ce qui rassurait nos téléspectateurs, c'est qu'on leur dise, il y a peut-être des pistes de sortie. Et là, je vous rejoins. Les pistes de sortie, c'est pas l'émotion, où on dit, comme certains Ukrainiens, que je comprends humainement, venez bombarder la Russie en Ukraine, mais ils sont fous. Mais c'est humain, c'est moralement acceptable pour faire la synthèse entre tous. C'est moralement noble, mais stratégiquement impossible. Deux choses. Je vais vous donner oui. Et ce qui est étonnant aussi, c'est le retour massif, assez important, selon un de mes amis qui est à Lviv et qui voit des gens passer, le retour d'hommes qui sont ici, qui sont venus avant le conflit ou juste au début, et qui repartent
prendre les armes en Ukraine. Il faut savoir qu'en Ukraine, aujourd'hui, l'armée est pratiquement défaite. Donc, ça ne va pas forcément durer extrêmement longtemps, le gros de la guerre. Maintenant, il reste pratiquement que des milices. Et ces milices sont faites de gens entraînés récemment ou de nouveaux volontaires qu'on entraîne en une semaine. Et il y a un flux énorme. On parle, je ne sais pas si c'est vérifiable, une centaine de milliers de personnes qui étaient là et qui repartent là-bas au front. Ça, c'est assez unique. Si on compare avec les subsahariens qui ont franchi illégalement Ceuta avant-hier en Espagne, on n'a vu que des mâles jeunes arriver. Là, c'est le contraire. On voit des femmes et des enfants, mais les hommes retournent se battre au pays. Et ça, c'est quand même assez... On a rarement vu une telle combativité chez des gens qui ne viennent pas fuir, mais qui veulent assumer leur part de la lutte. Et ça, c'est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres exemples. Une résistance et un patriotisme incroyable. Un patriotisme. D'ailleurs, pourquoi Poutine parle toujours de nazis? Parce que, en fait, bien sûr, c'est très exagéré. Il y a le bataillon Azov qui est nazi, mais c'est surtout parce que ce peuple est très nationaliste. Alors, je ne sais pas quand ce pays sera dans l'Union. Les Russes le sont aussi. Les Russes le sont aussi, mais les Ukrainiens sont très nationalistes. Et quand on est nationaliste, eh bien, on est patriote et on a envie de défendre sa patrie. Quelque chose que Macron a rappelé. Ouais. Et on a de l'énergie, ce qu'on a totalement oublié en France. S'il y avait une guerre en France, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de volontaires pour aller se battre contre un ennemi qui nous envahirait. Alors, on admire en Ukraine ce que l'on a dénigré pendant 40 ans chez nous. Ça, c'est assez, pour la petite histoire, c'est assez étonnant, rigolo en tout cas à constater. Et les Russes ont reconnu récemment 500 morts. Bon, la CIA dit que c'est plutôt 1500, avec des analyses assez sérieuses croisées. Mais déjà, reconnaître 500 morts, c'est assez important. Et les gouverneurs, à l'annonce, au compte-gouttes, et sachant aussi que beaucoup de Russes ont de la famille en Occident, ils commencent à savoir. Et il faut savoir, dans la bataille de la Com, il s'est passé quelque chose d'étonnant hier. 12 000 cadavres sont anticipés par les Ukrainiens dans des wagons faits pour transporter des animaux, des viandes congelées. Vous savez pourquoi? Parce que eux, comme les Russes laissent les cadavres pour la bataille de la communication, les Ukrainiens vont les renvoyer. Est-ce qu'ils vont y arriver? Ils ont réservé des wagons pour jusqu'à 12 000 cadavres pour renvoyer en Russie. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais c'est dans leur plan de communication. Puisqu'ils veulent cacher, nous, on va leur envoyer plein de cadavres pour que l'opinion publique russe se retourne contre les dirigeants. C'est la bataille aussi de la communication. Exactement. Est-ce que le signe que Moscou, justement, est en train de perdre cette guerre de l'image, de la communication, il n'est pas aussi dans cette décision de restreindre l'accès à plusieurs médias indépendants, la BBC, Deutsche Welle, dans 2 médias indépendants russes, et puis aussi faire adopter une loi, j'ai vu ça aujourd'hui, punissant de lourdes peines de prison pour les informations mensongères. Jusqu'à 15 ans. Mais il n'y arrivera pas. Jusqu'à 15 ans de prison, mais il n'y arrivera pas parce que tout simplement, même en Chine, avec un VPN, vous pouvez vous connecter au réseau Internet occidental interdit. Mais c'est signe quand même que la Russie est fébrile par rapport à cette image. Il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça, c'est-à-dire ce que voient les 200 000 soldats russes à l'intérieur de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on leur a dit? On leur a dit, vous allez être des héros. On leur a dit, pour les préparer à la bataille, qu'ils allaient être accueillis. Vous voyez de la façon dont ils sont accueillis. Donc, ils ont déjà une réticence, un changement de mentalité. Et d'autres ne le savaient pas. Et en plus, ils sont capables pratiquement de communiquer avec leurs cousins ou leurs frères ukrainiens. Donc tout ça, ça va revenir au pays, n'est-ce pas? Et là, on a aussi une arme qui va se retourner comme un boomerang à l'intérieur de la Russie en disant « Vous avez nié la réalité, elle se vengera. » Et la moyenne d'âge, c'est 19 ans. La moyenne d'âge des Russes. Beaucoup ne savaient même pas. Renseigné, alors là. Oui, c'est à peu près 19 ans. Très très jeunes. Ils n'ont pas encore envoyé le Spetsnaz. C'est des gens très jeunes et beaucoup ne savaient même pas qu'ils allaient faire la guerre. En plus de ce que vous disiez, beaucoup étaient des appelés qui très récemment ont été contractualisés et ils étaient en opération depuis des mois. Ils campaient à côté et certains se retrouvent dans une guerre alors qu'il y a quelques mois ils étaient juste des appelés qui allaient faire une manœuvre. Donc ça aussi, ces gens, comme vous dites, vont communiquer à leur famille. Donc voilà, l'information par les VPN, par les familles à l'étranger, par les militaires qui parlent à leurs parents. Et c'est désastreux pour Moscou. Et les grands oligarques commencent à parler. Et il y a quelque chose de très important. Deripaska, c'est un des oligarques les plus proches de Poutine. Il se désolidarise. Lukoil, le numéro 2 de Lukoil, se désolidarise. Setchine, on vient de prendre son yacht. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça explique la paranoïa de Vladimir Poutine en ce moment. Oui, alors lui, il faut avouer que c'est pas très rassurant. Lui a déjà fait une croix sur ces gens parce
parce que lui, depuis des années, il dit à son entourage, de toute façon, ces gens, c'est des pourris. Un jour ou l'autre, d'ailleurs, ils ont tous des maisons à l'étranger parce qu'ils savent qu'un jour, ils risqueraient d'être en prison en Russie. Et donc, lui, il est déjà dans une logique où il se fiche de couper totalement avec le monde occidental. Il le dit depuis 10 ans, on va œuvrer à un monde multipolaire et on va étanchéiser notre nation, je vais vous choquer, du vice et du satanisme et du caractère du virus occidental. Donc lui, il n'est pas, comme vous croyez, quelqu'un qui va faiblir par rapport à ces sanctions. Il dit ça va accélérer ma volonté de désoccidentaliser. Jonathan Sixou sur cette guerre de l'image qu'on n'a pas encore entendue. Ce radicalisme va le conduire à ça. Et donc, un général de Gaulle, un François Mitterrand, un Giscard d'Estaing, un Chirac, Sarkozy, Hollande avaient des trajectoires, ils étaient préparés, ce qu'on ne retrouve pas peut-être parce qu'on arrive candidat... Et on laisse un petit mot à Alexandre Delval quand même. Avec plaisir. Donc les Français sont vraiment pleins de bon sens. Oui, très rapidement, l'intimité, quelque chose de très intéressant. La lettre qu'il a mise en place, elle crée une intimité entre celui qui la lit et lui. Et en théorie d'engagement, qui fait partie de la manipulation, on apprend que quand on a pris le temps de lire un texte longtemps, non seulement il y a l'intimité, mais il y a le processus qu'on apprend en manipulation d'engagement. Et il y a 2 fois plus de chances, selon les sociologues, qu'on vote pour la personne dont on a pris le temps de lire l'intimité de la lettre, que si on a juste entendu à la radio « je me présente ». Donc c'est un coup très intelligent. C'est des professionnels. Ce sont des professionnels qui lui ont dit Mitterrand n'était quand même pas un moindre maître. Donc c'est une façon de faire. C'est un coup. Voilà, c'est une technique. C'est une technique connue, efficace. Il n'y en avait pas d'autres en fait. Je vois pas vraiment comment, compte tenu du contexte. Et l'Ukraine lui a permis de déclasser la préoccupation identitaire du Sud, qui est propre à Zemmour. Donc ça déclasse ceux qui voient plutôt une menace dans l'immigration islamique. Donc c'est tout gagnant pour lui la situation. On peut mesurer son taux d'engagement, Alexandre Delval, en lisant son livre La mondialisation dangereuse. C'est quand même une belle présentation aux éditions L'Artilleur. Si on a pris le temps d'écouter le fait que vous dites le titre, il y a plus de chances qu'on l'achète. Eh ben c'est génial. La mondialisation dangereuse, Alexandre Delval. Et merci à vous d'avoir participé à cette émission.